Bonjour Frédéric. Bienvenue pour ce deuxième webinaire sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter différentes démarches sur le réemploi de matériaux dans la maîtrise d'œuvre urbaine et architecturale. On s'est porté sur deux projets essentiellement, avec des visions différentes et des acteurs différents. Deux projets qui vont être mis en avant, et on va commencer par 4 logements à Colombelles avec l'Archiviolette architecte et les foyers normands en maîtrise d'ouvrage, et on passera sur une démarche de réemploi dans le cadre des projets NPRNU, les nouvelles formules de l'ANRU. Donc on sera sur le quartier de la Haute-Ville à Lisieux. Et puis, on nous parlera aussi de faisabilité et conception pour la ville de Val-de-Reuil, avec peut-être aussi un échange de matériaux entre trois chantiers en maîtrise d'œuvre privée. Pour les participants, donc, je vous laisse vous présenter. On va commencer par Lise. Élise. Élise, oui. Bonjour, et donc Élise Lambert, l'Archiviolette, architecte à Caen. Max Barbier. Oui, bonjour à tous, Max Barbier, je suis directeur du développement au Foyer Normand. Élie Séraphin. Bonjour, donc Séraphin, chef de projet renouvellement urbain à la ville de Lisieux. Valentin Blanlot. Bonjour, donc Valentin, je suis coordinateur réemploi économie circulaire au WIP à Colombelles. Frédéric Adam. Oui, bonjour, donc moi je suis cofondateur du Plateau Circulaire, qui est une plateforme de réemploi basée en Normandie, juste à côté de Caen. Et pour finir, Stefano Borgiatino. Votre micro est coupé. Pas de micro. Oui, pardon. Bonjour, je suis architecte installé à Louviers. Alors, on va commencer. Élise, vous nous racontez un peu avec Max Le Barbier cette expérience de projet de 4 logements à Colombelles, un peu comment ça s'est passé, si vous étiez à l'initiative ou si c'était du réemploi ou si c'était le maître d'ouvrage qui était à l'initiative, comment vous avez répondu à cet appel d'offres. Et voilà, nous exposer un petit peu les deux visions de la chose et comment vous avez coopéré ensemble. Alors, je vais laisser Max peut-être donner un peu le contexte. Vous pouvez afficher le... Oui. Tout le monde voit? Oui, c'est bon. Oui, alors donc là on peut voir les 4 logements qui se situent au centre-ville de Colombelles, dans l'agglomération caennaise. Donc c'est un projet initialement qui n'avait pas été lancé avec la volonté de faire du réemploi. Cependant, il y avait quand même un aspect de réemploi, mais plutôt de foncier, dès le début du projet, parce qu'on peut voir à l'arrière des 4 logements des bâtiments existants. En fait, ces logements, ils ont pris place sur des parcelles de jardin qui étaient trop grandes pour les occupants des logements à l'arrière, qui étaient en grande majorité des personnes âgées pour lesquelles le jardin était plutôt un poids à entretenir. Donc on a beaucoup de logements comme ça au centre-ville de Colombelles. C'est de la reconstruction. Il y a des petits logements avec des grands jardins. Donc la volonté de densifier était vraiment la première volonté sur ce projet. Ce qui fait qu'on a été aussi lauréat pour ces 4 logements d'un appel à projet de l'État pour la création de logements très sociaux. Donc voilà, c'était pas une initiative des foyers normands, c'est notre première expérience en réemploi. On avait déjà un peu testé ce processus, mais pas sur de la construction. C'était lors du renouvellement urbain. On avait quand même eu une démarche de réemploi des matériaux démolis, parce que le centre-ville de Colombelles également était en ANRU. Et la directrice de la société à l'époque avait créé une association
pour récupérer un peu tout ce qui pouvait être utilisable dans les logements démolis et en faire ensuite une petite bourse à l'attention des locataires qui pouvaient acheter divers éléments du logement à faible prix pour leur petite réparation. Donc voilà, ça a été notre première et dernière expérience, qui a été une bonne expérience, mais c'est donc Élise Lambert qui a initié la démarche auprès de la société et qui a réussi à nous convaincre. Donc je vais laisser la parole à Élise Lambert pour qu'elle rentre un peu plus dans le détail du déroulement sur le chantier et un peu en amont lors de la consultation des entreprises. Alors, bonjour. Donc, c'est un projet, effectivement, où il y avait une demande qui consistait à, enfin, une demande d'innovation qui était explicite dans le projet, puisqu'au départ, l'idée, c'était de pouvoir diffuser le concept comme ça de build in my backyard, c'est-à-dire de séparer des terrains et construire des tout petits logements facilement en fond de parcelle. Donc, après avoir évacué la solution de l'habitat modulaire, on a on a vu l'exposition matière grise et on a trouvé que l'idée était formidable de travailler sur les sujets du réemploi, qui est à mon sens, un peu la continuité de toutes les démarches de construction écologique et environnementale qu'on a à l'agence depuis des années. Le challenge qu'on avait, c'était de faire des constructions donc, plutôt à bas coût et aussi à basse consommation, puisqu'on devait avoir un loyer très modéré et des consommations énergétiques très basses. Ce qui nous a aussi incité à proposer du réemploi sur ce projet-là, c'est que justement, comme l'échelle du projet est très petite, c'était aussi finalement plus simple que sur une plus grosse opération. Globalement, au niveau de la conception générale, comme on vient au sud des maisons existantes, on a cherché à construire des maisons assez compactes, mais qui ne viennent pas faire une barrière, une barre qui bouche l'intégralité de la façade sud des maisons qui sont situées à l'arrière, et essayer d'offrir au moins 2 orientations à chaque maison, donc sud et est ou sud et ouest. Donc après, pour ce qui est du réemploi, donc c'est des constructions qui sont faites en ossature bois. Alors, ce qui a été réemployé, en fait, le réemploi dans ce projet-là, on l'a fait porter par les entreprises principalement. Parce que donc c'est un chantier qui s'est déroulé de manière concomitante, mais juste sur une petite partie de la Grande Halle. Donc on a pu avoir la chance d'échanger avec Encore Heureux, qui sont donc les architectes de la Grande Halle et qui sont spécialisés dans le réemploi. Et eux, ce qu'ils ont testé pour la Grande Halle, c'est de faire un lot spécifique réemploi, c'est-à-dire Valentin en parlerait sans doute beaucoup mieux que moi, ou Frédéric, mais c'est-à-dire de faire une entreprise qui démonte, remet en service et donne à poser aux entreprises. Nous, vu l'échelle de ce projet-là, on n'était pas du tout en capacité de faire un lot réemploi, surtout que le réseau n'était pas structuré comme il commence à l'être aujourd'hui. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'inscrire le réemploi dans l'appel d'offres marché des entreprises en faisant un critère d'attribution à 30%. Donc, dans l'appel d'offres, de manière à ce que les entreprises soient dès le départ investies sur le sujet. Et puis, ensuite, ça a été un gros travail de mobilisation des entreprises en phase de démarrage, préparation du chantier. Et puis, tout au long du chantier,
pour toujours trouver des nouveaux matériaux. Comme c'était expérimental et qu'on n'était pas sûr qu'on arriverait à quoi que ce soit, on a convenu avec les foyers normands que tout ce qui pouvait être utilisé en réemploi ne générerait pas de moins-value non plus auprès des entreprises, pour les entreprises. Donc ça, c'était aussi un facteur qui était motivant pour elles. Alors, on a plusieurs types de matériaux. Il y a donc des matériaux qui sont du réemploi pur, puisque c'est des produits qui ont été démontés et réutilisés dans cette construction, comme les éviers de cuisine. Je ne sais pas si vous les voyez, alors je n'ai pas la souris, mais on les voit dans leur état initial et après posés sur les plans de travail. Il y a eu la VMC aussi, comme ça. Parce que donc l'intérêt de faire du réemploi avec un bailleur, c'est qu'il a simultanément des projets qui sont en démolition ou éventuellement en sinistre. Là, en l'occurrence, c'était un sinistre. Et donc des projets en démolition et des projets en construction. Donc, on n'a pas de problème de stockage. On peut réussir à faire coïncider sur un même temps de la dépose et de la repose immédiate ou avec un délai assez court. Ensuite, on a donc il y a aussi dans ce même cas de pur réemploi les portillons, donc des portillons qui étaient en extérieur. On a du gravat aussi, donc ça c'est plutôt de la réutilisation. Le gravat de soubassement de voirie et aussi du béton concassé. Les granites qui servent à l'extérieur, c'est aussi du matériau de réemploi, un peu de plantation. Sinon, on a plusieurs produits qui sont plutôt des rebuts de chantier, c'est-à-dire soit des produits neufs qui n'ont pas été, enfin qui ont été non utilisés, qui auraient dû partir à la benne, qui ont été non utilisés sur un autre chantier et qu'on a du coup qu'on a détourné de la benne, ou bien des restes de, donc par exemple la faïence, toutes les faïences intérieures ont été faites avec des fins de paquets de faïence du carreleur. La peinture, toutes les couleurs ont été, c'est pareil, c'est des résidus de chantier, donc des fins de peau. Voilà, il y a notamment le rouge du Stade Malherbe. Il y a aussi donc le bardage. Donc le bardage a été, on le voit un petit peu là. En fait, on a pu associer plusieurs bardages qui venaient de plusieurs chantiers. Donc ça a été un peu un travail de patchwork de bardage. Donc en trouvant des lames similaires mais dans des gammes de couleurs différentes, on a réussi à barder l'ensemble des maisons. Donc lui, par exemple, le charpentier, je pense qu'il était particulièrement intéressé par la clause de pas de moins-value pour le réemploi. Voilà, quoi vous dire d'autre? Il y a eu aussi un peu d'isolant et les portes intérieures qui ont été des résidus de chantier ou du réemploi. Oui, parce que la particularité aussi, c'est que comme on est sur des tout petits logements, en fait, on n'est pas soumis à la réglementation thermique du neuf, même si en réalité, on est sur des performances thermiques qui sont importantes. Enfin, les maisons sont très bien isolées, mais tous les isolants ne sont pas comptabilisés dans la réglementation thermique parce qu'on n'était pas soumis à la réglementation thermique du neuf, vu la taille des logements. Donc ça a été aussi quelque chose de facilitant pour le projet. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ce qui est intéressant sur ce dossier-là, c'est que il y a certains. On parlait par exemple de l'évier et du plan de travail tout à l'heure. C'est qu'en fait, le fait d'avoir travaillé avec cet objectif de réutiliser les éviers, en fait, on est plutôt monté un peu en gamme par rapport à
à ce qui était prévu en base en neuf pour pouvoir réutiliser les éviers. On les a intégrés dans un plan de travail, ce qui, à mon sens, est plus qualitatif que de venir mettre un meuble kitchenette tout simple. On était sur quelque chose de plutôt plus qualitatif au niveau de l'usage, d'avoir un grand plan de travail comme ça, c'était plus intéressant. Ça aurait pu être le cas aussi pour les menuiseries extérieures. Alors ça, c'est un autre sujet. En fait, en rebut de chantier, des menuiseries extérieures, il y en a des quantités folles. Mais le gros sujet, c'est le recensement de ces menuiseries-là. Et pour y avoir accès, en fait, il nous aurait fallu avoir un délai de préparation de chantier plus long que ce qu'on avait prévu. Et ce qui fait qu'on n'a pas pu faire du réemploi sur les menuiseries. Et c'est dommage parce que c'est un poste sur lequel on aurait vraiment pu avoir la totalité du lot, je pense, en réemploi. Une petite question, Élise, sur le cadre assurantiel. Est-ce que tu t'es posé des questions à partir du moment où tu n'impliquais pas la démarche de réemploi sur ta structure? Alors, au niveau bureau de contrôle et au niveau assurance, on n'est pas tellement embêté dans un cas, effectivement, où on touche finalement pas ni la structure ni l'étanchéité du bâtiment. Donc, c'est sûr que les menuiseries, la pose des menuiseries extérieures en réemploi pur est complexe, à mon sens. Je n'ai pas eu l'expérience. La pose de menuiserie en rebut de chantier aurait pu, je pense, assez facilement être considérée comme assurable, étant donné que c'est des menuiseries neuves. Mais là, nous, dans notre cas, on n'a rien eu du clos couvert qui soit en réemploi. Une petite question, ça veut dire que à la conception, tu n'as pas pris en compte le fait que tu allais faire du réemploi? Alors, nous, on est parti dans l'idée qu'on faisait un projet neuf qui fonctionnait aussi bien en termes urbains qu'en termes budgétaires, et que tout ce qu'on pourrait faire en réemploi serait du plus pour la qualité du projet, et qu'on s'engageait à redéposer un permis de construire modificatif pour toutes les modifications sur l'aspect extérieur de la construction. Mais effectivement, on n'a pas anticipé des futurs usages de réemploi. On a fait avec les entreprises retenues au moment du chantier. D'accord. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question qui avait été écrite. Oui, c'est parce qu'elles font moins de 50 mètres carrés. Ouais, on reviendra sur les questions, je suppose qu'il y en aura. En fait, je voudrais faire un petit tour, 10 minutes, un quart d'heure chacun, 10 minutes sur chaque exemple ou chaque cas ou chaque acteur, et ensuite poser des questions de la part des participants. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Une volonté de vouloir continuer? Alors, continuer, ça c'est sûr. Ce que je retiens, c'est que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place facilement sur les lots de seconde œuvre, et que les entreprises ont plein de stocks, et que finalement, on a trop facilement tendance à refuser des éléments en chantier parce qu'ils ne sont pas tout à fait corrects, et que peut-être avec un peu d'imagination, on pourrait non seulement refuser moins de choses, mais en plus en accepter d'autres proposés par les entreprises parce que en stock. Et puis, la deuxième chose que je retiens et qui n'est pas liée seulement au réemploi, c'est que quand on est sur des chantiers comme ça un peu atypiques, où on demande aux entreprises un investissement particulier, on obtient toujours des chantiers beaucoup plus enthousiasmants et beaucoup plus intéressants que quand on est sur du standard, où finalement on met peu de valeur dans les matériaux qu'on met en œuvre. Enfin,
Et je trouve que la mobilisation qu'on a réussi à obtenir autour de ce chantier-là, ça apporte aussi vraiment une qualité supérieure, alors d'un point de vue environnemental certes, mais surtout d'un point de vue humain et voilà, l'histoire du projet est plus intéressante. On t'entend plus. J'ai une question à Max Le Barbier, des réticences. Alors, je sais que vous n'étiez pas présent dans cette démarche, mais est-ce que vous avez glané des informations sur le sujet dans votre structure? Et en tant que bailleur, est-ce qu'il y a eu une réticence ou vous avez accepté d'ores et déjà cette démarche rapidement? Alors, je pense que Élise Lambert était peut-être plus dans les discussions avec ma direction à l'époque, mais je pense que ça a dû être assez rapidement accepté. Étant donné, voilà, comme je vous le disais, hein, il y avait déjà un état d'esprit ouvert à ce genre de choses-là dans la société, qui a toujours essayé d'aller vers des choses innovantes. Et puis à l'époque, bon, le réemploi était déjà évoqué, mais bon, je pense qu'on a démarré cette démarche en 2017 peut-être, donc c'était déjà un peu moins dans les sujets d'actualité. Non, nous en tout cas, moi ce que je peux avoir, c'est un retour d'expérience des locataires qui eux sont très satisfaits de leur logement parce qu'effectivement en fait on avait beaucoup de matériaux qui étaient parfois d'occasion mais très récents et de bonne qualité. Donc là-dessus pour les locataires, on sait qu'ils sont très satisfaits de leur logement. Après effectivement, je pense que ça peut être plus compliqué sur un programme neuf avec de nombreux logements et avec des contraintes de réglementation thermique ou si on vise des certifications, etc. C'est là que ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc, bon, peut-être que sur des projets de moindre ampleur ou peut-être des réhabilitations où il y a peut-être un peu moins de réglementation, etc., ça peut se faire. Aujourd'hui, on n'a pas engagé de nouvelles démarches dans ce sens-là, mais en tout cas, ça nous a sensibilisés au réemploi. Quand on a des démolitions, on pense à essayer de récupérer un maximum de choses. Donc voilà, c'est une bonne expérience, mais c'est vrai que sur des grands projets, ça doit être assez compliqué à mettre en œuvre. Merci. Je vais passer. Alors, est-ce que le plateau circulaire Frédéric Adam ou Valentin Blanlot veut rajouter quelque chose sur cet exemple? Bah non, moi je voulais juste vous féliciter en fait parce que c'est trop bien d'avoir des projets comme celui-ci sur notre territoire, donc bravo. Et, après j'avais des questions, mais j'avais des questions à la maîtrise d'ouvrage. En fait, la même question que vous avez posée à Alice, c'est qu'est-ce que vous retenez et est-ce que vous allez faire un nouveau projet avec du réemploi ou pas? Alors aujourd'hui, non, c'est pas prévu. C'est pas que il n'y a pas de volonté ou de réticence de notre part, mais bon, voilà, on a un développement qui est quand même assez, voilà, une petite société, hein, on n'a pas non plus énormément de projets, donc peut-être que quand on repérera effectivement un projet qui colle avec le réemploi, on y songera. Aujourd'hui, on n'a pas d'autres projets, mais effectivement, ça nous a pas, en tout cas, découragé à le faire. Et si je peux ajouter quelque chose, je dirais que ce qui serait... parce que ce projet-là, on a fait exprès que ça, entre guillemets, ait l'air d'être en réemploi. Enfin, c'était aussi un peu... on n'a pas caché les choses et on a joué la mixité des matériaux et tout ça. Mais ce qui serait intéressant, c'est que ça devienne un peu systématique, c'est-à-dire au moins un petit peu dans chaque chantier, et quitte à ce que ça ne se voit pas et que ce soit complètement, finalement, quelque chose d'anodin dans les projets. Ok, merci à vous deux.
Je vais passer sur la démarche de réemploi, mais dans le cadre des projets, du projet NPRNU. Alors là, c'est un atelier de réemploi sur le quartier de l'Haute-Ville à Lisieux. Je vais demander donc à Séraphin Elie de la ville de Lisieux de nous expliquer un peu le contexte et ce vers quoi voilà, vous êtes allé et aujourd'hui la démarche qui vous reste à faire et il y a encore un parcours. Donc je vais partager votre PowerPoint. Donc, pour replacer tout d'abord les éléments, les grandes lignes du projet NPNRU, donc nouveau programme national de renouvellement urbain. Donc, on est sur le quartier de Haute-Ville, à l'est de Lisieux, un quartier de 7000 habitants, à peu près un tiers de la population de la commune, et sur un chantier qui, là, s'est engagé il y a un an par les premières démolitions et rénovations des bailleurs sociaux et qui nous emmène jusqu'en 2031 avec la rénovation de tout ce que vous voyez de coloré, donc de la construction, de la rénovation, de la résidentialisation, de la réfection d'espaces publics, etc. Donc on en a pour 10 ans de travaux, 150 millions d'euros, 5 maîtrises d'ouvrage qui sont impliquées, 3 bailleurs sociaux, Partelio, Signolias, Siagim, la ville de Lisieux et la communauté d'agglomération. Je vous laisse passer la slide suivante. J'ai mis quelques grands chiffres voilà, sur le nombre de logements démolis, donc une vingtaine de bâtiments, ce qui fait 600 à 650 logements, des réhabilitations, des résidentialisations, etc. Il y en a une partie qui est en cours ou terminée, en l'occurrence sur les réhabilitations et les rénovations. Les maîtrises d'ouvrage, les opérations sous maîtrise d'ouvrage de la ville arrivent un petit peu en décalé. Voilà, sans m'attarder sur cette présentation des grandes lignes, mais je pense que c'est un élément important du contexte de voir qu'on est sur une opération qui est une opération majeure à l'échelle d'un territoire comme Lisieux, où on a beaucoup de chantiers, donc aussi dans ces histoires de coordination, il y a des sujets, des difficultés, mais aussi des leviers intéressants. Et puis on est sur quelque chose où on a un accompagnement fort d'un certain nombre, enfin une implication forte de toutes les maîtrises d'ouvrage et des financeurs. Voilà, donc c'est pas non plus anodin. Et c'est l'occasion voilà, donc de lancer un atelier qui, pourquoi pas, derrière, enclenche une filière d'économie circulaire sur le BTP, enfin sur le oui, BTP à l'échelle du territoire. Mais voilà, on parle d'un projet qui est très localisé, très ambitieux, très important à l'échelle du territoire. Voilà. Donc sur la slide suivante. Donc l'historique, en fait, ça date, je crois, donc, du chantier de la Grande Halle de Colombelles, les premiers échanges entre le WIP et Inolia. Et donc, il y a une démarche qui a été engagée par Inolia sur le réemploi pour récupérer un certain nombre de matériaux, principalement des radiateurs en fonte. Il y a quelques autres matériaux qui ont été ciblés et récupérés. La volonté, quand j'ai découvert ça en arrivant, c'était d'une part, c'était juste là que le WIP récupère des matériaux, enfin et maintenant le plateau circulaire, récupère des matériaux des chantiers. L'idée, c'est une fois qu'on les a récupérés, il faut quand même les remettre quelque part. Et puis d'essayer de profiter de ce gros chantier avec une grosse coordination entre des maîtrises d'ouvrage d'importance pour faire une démarche qui soit commune et pas juste la démarche isolée d'un bailleur qui n'arrive pas à faire coïncider ces opérations entre elles en termes de logistique et de calendrier sur le quartier. Et c'est la slide suivante, je crois. On a engagé, donc la ville a engagé une démarche, une étude de faisabilité avec le plateau circulaire. Donc, bon, à l'époque, c'était Stéphanie Pally et Géon et le WIP, donc financé par l'ADEME, pour évaluer un peu la faisabilité de cet atelier. Faisabilité confirmée, je vous passe les détails de l'étude qui a cartographié, planifié les flux, nous a donné des estimatifs de volume que ça implique. Et donc, on en est arrivé, voilà un petit peu, donc là, oui, résumer la méthodologie de cette étude.
Et donc, l'objectif atteint, l'atelier, voilà, la faisabilité et la pertinence de l'atelier au vu de la densité des opérations, de l'homogénéité des matériaux, de leur qualité, etc. C'est confirmé. Donc, là-dessus, c'est la slide suivante, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc la ville, on essaye, et là on est un peu dans cette phase-là de précision du projet pour certes essayer sur les opérations maîtrise d'ouvrage ville qui ne sont pas encore lancées. Donc pour l'instant on est juste en phase d'étude de programmation pour les équipements publics et on va lancer nos maîtrises d'œuvre pour les espaces publics. Donc on a encore un peu de temps pour les opérations d'espace, enfin de la ville. Mais néanmoins, bon, les bailleurs ne nous ont pas attendus sur leur rénovation et démolition. On essaie de consolider les éléments pour avoir ce projet d'atelier, puisque un des constats qu'on a tiré aussi des retours d'expérience divers, c'est qu'un des gros enjeux autour du réemploi, c'est la question de la logistique, d'arriver à faire coïncider un débouché de chantier avec enfin, voilà, un débouché sur une opération neuve ou en rénovation. C'est pas toujours évident, il y a des problèmes de coordination de chantier, de retard dans un sens ou dans l'autre, de vol, etc. Donc la logistique devient un vrai sujet. D'où l'enjeu d'avoir un atelier qui repose sur deux axes. Un axe socio-culturel, donc là qui serait plus sur des matériaux, on va dire, symboliques, qui ont du sens par rapport à l'histoire du quartier, où on vient travailler sur des chantiers participatifs avec des habitants. Et puis un axe beaucoup plus ambitieux, on va dire, au regard du réemploi, où l'idée là, c'est d'aller sauver le maximum de matériaux, de les transformer, de les reconditionner, de les stocker, etc. Et de s'intégrer voilà, dans une filière locale du BTP. Sur la slide suivante. Voilà, les deux enjeux, donc la logistique, j'en parlais tout à l'heure. Donc donc c'est imposé assez rapidement le besoin d'avoir une structure de proximité. Alors on essaie de trouver les terrains sur le quartier, ça va être un peu compliqué, mais en gros à Lisieux, d'avoir une structure qui ait les compétences pour au moins stocker et reconditionner et fournir les matériaux, voire remonter un peu la chaîne, on va dire, avec tout le travail de dépose soigné qui pourrait aussi être fait par cet atelier-là. En termes de structuration, on est sur une structuration qui est relativement complexe avec des prestataires, des facturations, des ventes de matériaux, etc. Donc assez vite, la collectivité, on s'est dit que la collectivité ne pouvait pas porter ça en régie et qu'il fallait trouver une structure tierce qui développe ça. Donc c'est un peu là tout l'enjeu, qu'on arrive à trouver une structure tierce qui ait des compétences, qui s'appuie aussi sur des ressources locales, d'entreprises d'insertion, etc., pour s'engager dans cette démarche-là, avec à la fois les compétences, un cadre rassurant, sans que ce soit enfin, avec un modèle équilibré, des subventions de la ville, mais sans que ce soit évidemment la ville qui apporte tout le budget de cette opération-là. Voilà, sur les points suivants. Donc la ville, sur le cadre d'implication de la ville, il se fait sur trois aspects. On a un premier aspect de cohérence générale de la démarche. Donc en tant que porteur du projet de renouvellement urbain, on coordonne 5 maîtrises d'ouvrage, donc la ville, l'agglo, 3 bailleurs. Et donc l'idée c'est d'impulser une démarche et d'impliquer tout le monde dans le sujet. Ensuite, d'être de manière plus terre à terre, facilitateur de l'atelier, donc trouver les terrains, trouver le cadre contractuel, etc. Et puis, sur nos propres opérations en maîtrise d'ouvrage, d'être aussi exemplaire sur cet aspect-là. On a quelques démolitions que fera la ville en maîtrise d'ouvrage. Et puis, bien sûr, intégrer le réemploi dans nos équipements publics, espaces publics, etc. Et pourquoi pas aussi, derrière, dans la gestion courante, vu que la ville, au-delà du NPNRU, on gère cette école, un certain nombre de bâtiments, etc. Donc, soit dans la rénovation de ces bâtiments, soit dans leur gestion courante, il y a un sujet à faire du réemploi. Sur les points suivants... Voilà. Et un des enjeux aujourd'hui de consolidation de cet atelier réemploi,
c'est ce que j'appelle la culture réemploi, c'est-à-dire, bon, je vous ai mis sur la droite tous les arguments qui peuvent contribuer plus ou moins à convaincre de la pertinence du réemploi, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à en faire une politique transversale pour que les services techniques de gestion des bâtiments de la ville s'intéressent au réemploi, l'équipe projet du NPNRU s'intéresse au réemploi, les autres collègues qui gèrent d'autres projets sur d'autres endroits de la ville ou de l'agglo Evan et s'y intéressent aussi. Voilà, donc là, mettre autour de la table aussi tous les services sociaux, animations socio-culturelles, etc., qui pourraient être intéressés pour porter des choses du type chantier participatif, ou qui peuvent eux-mêmes, du coup, être demandeurs de dire, bah, moi, je rénove le local jeunesse, bah, j'aimerais bien qu'il y ait du réemploi parce que c'est quelque chose qui fait du sens et on donne du sens au projet. C'est pas un matériau, entre guillemets, froid, quoi. C'est un matériau qui a une histoire parce que, d'autant plus si on est dans de l'hyper local, en fait, de dire, bah, le matériau, la porte des toilettes du futur équipement jeunesse, en fait, c'est la porte d'un bâtiment qui a été démoli pour libérer le foncier pour l'équipement jeunesse. Enfin, là, on voit tout de suite qu'on arrive à raconter une histoire et à mettre du sens dans l'opération globale du NPNRU où on démolit quand même beaucoup et arriver par des actions symboliques, mais on l'espère aussi avec l'atelier de remploi par des actions plus que symboliques mais significatives, à voilà, montrer que ça fait du gravat, mais on arrive quand même et tout part pas à la benne. Donc c'est aussi un enjeu de cohérence politique. Sur les difficultés, il y en a un certain nombre, évidemment. Il y a un gros enjeu, calendrier, manque d'anticipation, la mauvaise qualité des matériaux. Voilà, bon, on fait les diagnostics, mais après, parfois, il y a des mauvaises surprises parce qu'il y a plus d'amiante que prévu, les matériaux sont de moins bonne qualité que ce qu'on imaginait, etc. Donc voilà, on a identifié un certain nombre de leviers qu'il faudra traiter, donc sur la répartition des choses et le fait d'avoir une structure externe, ça peut permettre de simplifier, de dire voilà, vous passez un contrat avec l'atelier sur la dépose, sur la fourniture, etc. Ça permet de simplifier la chaîne de responsabilité. Et puis voilà, d'essayer dans cette même idée de culture et emploi, d'aller toquer à plein de portes. Et puis voilà, il y en a forcément qui s'ouvrent parce que on est sur des choses qui, comme le disait Élise aussi, hein, c'est en termes d'enthousiasme pour les porteurs de projets, c'est super intéressant et on voit bien qu'il peut y avoir des particuliers, des artisans ou d'autres personnes qui entendent parler du projet et puis du coup nous contactent et veulent s'embarquer dans la démarche réemploi. Voilà. Et puis il y a évidemment la question des surcoûts. Il faudra qu'on arrive à les quantifier, à les traiter. Et oui, donc effectivement, pour terminer, je crois que c'était ma dernière slide. Donc sur les suites, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc on est là à essayer à trouver le terrain pour monter l'atelier. On a un certain nombre d'idées claires sur le montage juridique et économique de l'implication de la ville, au moins sur faire appel à des prestations pour garantir une activité de base, entre guillemets, à l'atelier. Et puis après, trouver le lien et faire le lien avec l'agglo sur le volet développement économique pour installer l'atelier. Voilà. Et puis après, selon les terrains, parfois ce sera un loyer plus ou moins cher, plus ou moins d'investissement, etc. Voilà. Et après, voilà, une mise en service de l'atelier avec une montée en puissance progressive. Et une fois qu'on aura cet outil-là de l'atelier, ou plutôt en parallèle qu'on monte l'atelier, commencer à engager, à monter les projets avec le service jeunesse, avec les services techniques pour monter des projets de réemploi. Et ce sera beaucoup plus simple de monter. On est aussi sur en tout cas une logique, et c'est ce en quoi on croit, c'est que c'est aussi l'offre qui crée la demande. Une fois qu'on a les matériaux, on peut arriver à les proposer, à les vendre aux artisans, aux porteurs de projets, etc. C'est beaucoup plus simple que de faire l'inverse, de dire bah, vous avez un projet, mais on n'a pas tout à fait les matériaux, dites-nous quels matériaux vous voulez. C'est beaucoup plus compliqué de fonctionner comme ça. Voilà. Merci, Séraphin. Alors, pour faire transition, voilà comment le WIP est aujourd'hui, comment vous êtes mis en relation, comment vous travaillez aujourd'hui avec
la collectivité. Quel est votre... Excusez-moi, je n'ai pas entendu toute la question, mais en tout cas, le rôle du WIP. Le rôle du WIP aujourd'hui et, voilà, et comment vous travaillez aujourd'hui avec la collectivité. Alors, en fait, c'est Séraphin qui est venu vers nous. Je pense que Séraphin, tu avais cette volonté aussi sur ce projet-là de mettre en œuvre de l'économie circulaire. Donc, c'est une discussion qui a pris du temps et on a finalement, grâce aussi au soutien de l'ADEME, pu engager une étude de faisabilité qui était la base, c'est-à-dire un état des lieux. Alors, comme l'a expliqué Séraphin, à la fois des matériaux, mais nous, notre rôle au WIP, là, ça a été surtout sur les forces en présence, c'est-à-dire les acteurs qui potentiellement mobilisables au sein de la ville de Lisieux et ses alentours. Parce que pour nous, c'est important, c'est-à-dire que le réemploi, c'est souvent une activité qui est très locale. Alors effectivement, on peut avoir des liens avec d'autres territoires sur des gisements, mais dans tous les cas, c'est important que ça soit une activité qui soit portée par les acteurs locaux, puisqu'on voit aussi toute l'importance de la mise en relation. Valentin, vous pouvez expliquer ce qu'est le WIP? Ah, vous voulez que je vous explique ce qu'est le WIP? En deux mots. Waouh! Alors là, moi, je vous propose de faire un autre webinaire sur qu'est-ce qu'un tiers-lieu. Bon, alors je vous laisse poursuivre, alors si vous voulez. Non, mais donc là, notre rôle, ça a été d'être assistant à maîtrise d'ouvrage auprès de la ville de Lisieux. C'est un rôle c'est des prestations qu'on dispense toujours sur des questions de réemploi des matériaux, avec un aspect technique et un aspect aussi socio-culturel. Donc le réemploi, c'est une de nos activités au WIP. On fait pas que ça, loin de là. Notre activité principale, c'est la mise à disposition d'espaces de travail qui sont partagés, qui sont mutualisés. On anime aussi une programmation culturelle, donc on a un espace d'événementiel dans lequel on programme nous-mêmes, on coprogramme, mais aussi vous pouvez privatiser cet espace pour vos propres événements. On intervient dans le domaine de l'insertion, de l'inclusion sociale, ce qui peut aussi parfois faire le lien avec le réemploi. J'en oublie sûrement parce qu'en fait on fait plein de choses. Mais je pense que ici on accompagne aussi les collectivités sur ces questions de tiers-lieux. Donc comment faire tiers-lieu sur les aspects économiques, mais aussi de gouvernance, sur l'animation de tiers-lieux éphémères, puisque c'est des démarches qui prennent du temps aussi à se mettre en place. Parce que c'est des démarches qui sont nouvelles, qui sont innovantes, c'est comme le réemploi. Là, sur ce projet-là, d'un côté, on aurait peut-être pu arriver un peu plus tôt pour, par exemple, que le réemploi soit dans le contrat qui est signé entre les différents maîtres d'ouvrage et aussi les financeurs, pour que ça soit vraiment inscrit dans ce schéma de renouvellement urbain. Mais en même temps, on a du temps aussi. Séraphin a dit que ça courait jusque 2030, 2031. Donc, mais dans tous les cas, il faut aussi prendre le temps, en fait, notamment de trouver des solutions. Alors, c'est beaucoup d'énergie. Je pense que Élise aussi pourra en témoigner, mais voilà, c'est des pratiques qui sont nouvelles. C'est des pratiques où tout le monde a aussi on a besoin de mettre tout le monde autour de la table, parce que tout le monde doit aussi faire un pas vers le réemploi. C'est cette culture-là du réemploi qu'il faut arriver à déployer, et c'est au travers de ces différents exemples, à différentes échelles, parce qu'à l'échelle de logement, on commence à avoir un certain nombre de retours d'expérience, mais aussi à l'échelle urbaine, où là, il y a encore plus de possibilités, mais aussi beaucoup plus d'acteurs autour de la table. Donc voilà, juste pour terminer, le WIP, vous pouvez nous contacter pour parler de réemploi, mais aussi de tiers-lieux, ou si vous voulez venir organiser un événement, vous êtes les bienvenus. Et dernier mot aussi sur le WIP, on co-anime un réseau d'acteurs du réemploi dans le bâtiment en Normandie, aujourd'hui qui réunit, on a 75 inscrits. Et c'est un réseau qui a été créé à l'initiative en fait des pionniers du réemploi, ou en tout cas de personnes qui proposent aujourd'hui des solutions sur le territoire normand, que ce soit des solutions comme celle du plateau circulaire dans le reconditionnement et la vente de matériaux de réemploi, mais aussi dans la dépose sélective. On a des personnes qui proposent des diagnostics ressources, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur ces questions-là.
Enfin, voilà, c'est un collectif d'acteurs qui se réunit pour promouvoir le réemploi. Donc, vous retrouverez aussi, on a récemment publié un guide technique qui permet de donner à tous les acteurs déjà de l'information sur ce qu'est le réemploi, pourquoi on en fait, comment on en fait, quels sont les acteurs en Normandie à mobiliser. La particularité de ce guide, puisqu'il en existe plein des guides sur le réemploi d'un bâtiment, la particularité là, c'est qu'on l'a localisé à la Normandie. Donc, vous retrouverez une carte des projets, un annuaire des professionnels. Voilà, il ne faut pas hésiter, vous le retrouvez facilement sur Internet, guide du réemploi bâtiment Normandie. Ok, merci Valentin. Frédéric, vous nous parlez de plateau circulaire. Frédéric, vous avez... Oui, voilà. Vous m'entendez ? Vous parlez de votre rôle dans cette démarche. Vous avez participé à cette démarche? Oui, tout à fait. Alors, nous, on était plus sur le volet opérationnel de l'étude de faisabilité. Donc là, l'idée, c'était de regarder sur la base des quantités de matériaux qui ont été calculées sur l'ensemble et estimées sur l'ensemble du projet en rue. C'était de voir matériau par matériau quelle était la chaîne de valeur du réemploi. Donc, à partir de la dépose sélective et jusqu'à la possibilité de réemployer le matériau dans un bâtiment. Quelle était cette chaîne de valeur et comment on pouvait dimensionner un pôle de réemploi au sein du quartier qui viendrait apporter ce savoir-faire, comme le disait Séraphin, aux différents acteurs des chantiers en rue, maîtrise d'ouvrage, architectes et entreprises, apporter ces savoir-faire sur la chaîne de valeur et puis surtout venir créer de l'emploi en local. C'est ça l'idée de ce pôle-là. Alors, vous l'aurez compris un petit peu entre les lignes, je vais peut-être insister un petit peu maintenant là-dessus, c'est que le réemploi, ça permet vraiment de relocaliser l'économie qui est liée aux matériaux de la construction. Aujourd'hui, quand on construit en neuf, en fait, on achète des matériaux qui viennent de très loin, en général avec des chaînes d'approvisionnement mondialisées. Et la valeur que l'on crée sur le territoire, bien sûr, alors il y a la pose, la mise en œuvre des matériaux qui n'est pas délocalisable, mais toute la valeur intrinsèque du matériau, elle est en grande partie externe à la France, quoi. Et donc en faisant du réemploi, eh bien, on relocalise toute cette valeur-là, puisqu'on va chercher les matériaux en local. Donc c'est ça qui est assez intéressant, et il y a un vrai volet, un vrai levier économique et sur l'emploi avec ce type de démarche. Ce qui est intéressant avec le réemploi, c'est aussi que sur le volet insertion, cette fois-ci, on peut travailler très facilement avec des personnes éloignées de l'emploi, voire très éloignées de l'emploi, puisque pour commencer à travailler, il suffit on a besoin de manœuvres sur des tâches très simples comme la manutention des matériaux, où il n'y a pas besoin de qualification. Et puis, on peut emmener des personnes sur des parcours très intéressants où ils vont découvrir petit à petit les métiers du bâtiment via la dépose soignée, qui demande de connaître les caractéristiques techniques des matériaux et les modes de pose, et puis la valorisation des matériaux, leur remise en état, qui les emmène jusqu'à la découverte de métiers très techniques, comme la menuiserie ou la métallerie, qui va permettre de valoriser ces matériaux. Donc ça peut faire des parcours d'insertion et de formation très intéressants. Et voilà, alors typiquement sur le volet insertion de l'ANRU, où il y a vraiment des enjeux pour les maîtres d'ouvrage, à aller chercher, je crois, en tout plusieurs dizaines de milliers d'heures d'insertion sur les 10 années de chantier. Eh bien, on s'est aperçu que c'était l'idée de quantifier cette chaîne de valeur en main-d'œuvre, qu'on pouvait faire, je crois que c'était 20 ou 30% de l'insertion grâce à aux travaux sur les matériaux et sur les chantiers via le réemploi. Donc, c'est un vrai levier intéressant sur cette économie locale et sur l'emploi local. Donc ça, les collectivités sont très attentives à ce type de démarche, évidemment. Il me semble que l'autre jour, en discutant, on avait évoqué une chose sur laquelle j'aimerais que vous reveniez. C'est sur le fait qu'il n'y a pas de schéma de normes sur le réemploi, que le CSCB ne pouvait pas formuler un avis technique. Alors aujourd'hui, vous proposez l'alternative de proposer à des labos universitaires ou des centres techniques de formuler un avis.
Oui, alors c'est vrai que vous connaissez bien, maître d'œuvre autour de la table, vous connaissez bien les enjeux de la décennale, bah, on a cette particularité en France, hein, d'avoir la décennale qui permet de protéger le maître d'ouvrage, qu'il soit particulier ou institutionnel ou privé, sur les défauts de construction, sauf que du coup, cette particularité de la décennale va vraiment impacter toute la chaîne d'assurabilité des matériaux. Et au bout de cette chaîne-là, enfin, au démarrage de cette chaîne-là, il y a la définition des caractéristiques des matériaux dans des normes qui sont vraiment toutes faites pour des matériaux neufs. Donc, c'est ça le principal frein, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les normes sont faites et co-réalisées avec les industriels qui produisent les matériaux. Bah, en fait, pour qualifier un matériau, comme par exemple un évier en porcelaine ou un lavabo en porcelaine, on va commencer par qualifier la matière première qui est utilisée pour fabriquer le lavabo, et ensuite on a tout un tas de contrôles qui doivent être réalisés sur la chaîne de production. Et c'est assez difficile de reproduire tous ces contrôles dans une chaîne de réemploi, puisque bien sûr, on n'a pas cette étape de matière première. Donc, quand on veut, nous, on est en train d'échanger au Petit Circulaire avec le CSTB pour essayer de qualifier nos matériaux, hein, parce que c'est un vrai sujet d'assurabilité des ouvrages. Et on nous répond tout simplement qu'il n'y a pas de normes sur le réemploi et que c'est assez compliqué de qualifier ce fameux lavabo de réemploi avec la norme existante neuve, puisqu'on ne peut pas opérer les mêmes contrôles. Mais bon, alors on travaille, on avance. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que il y a des règles professionnelles du réemploi qui commencent à voir le jour sous la forme de guides faits par différentes institutions, et le CSTB y travaille aussi. Le problème de ces règles professionnelles, c'est que ça met une bonne dizaine d'années à aboutir et à se transformer en DTU. Donc, à cause de cette histoire de décennale, hein, justement, il nous faut un retour d'expérience d'une dizaine d'années pour pouvoir passer de guide à un DTU et une règle professionnelle établie. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye d'accélérer un petit peu avec au sein du plateau circulaire. Nous, on a la chance d'avoir cette vision qui est de proposer des matériaux remis en état et prêts à l'emploi. Donc en fait, on maîtrise vraiment, on doit maîtriser, pour pouvoir faire ça, on doit maîtriser toutes les étapes de remise en état et de qualification, et même de sélection des matériaux. On ne va pas réemployer n'importe quel matériau, on va réemployer uniquement ceux qui sont capables ou pour lesquels on peut prouver que la qualité est égale à celle d'un neuf, à celle du neuf. Donc, voilà, avec cette maîtrise de ces process, avec des ateliers sur lesquels on investit pour travailler sur la remise en état des matériaux, eh bien on est capable on va bientôt être capable d'avoir une marque de qualité de la part du CSTB sur les dossiers techniques qu'on leur fait relire, tout simplement, et qui nous permettent d'aller le plus loin possible dans la vérification des caractéristiques d'un matériau neuf. Donc ça va vous permettre, alors très concrètement, ça va vous permettre, lorsque vous serez sur un chantier et que vous faites appel à un matériau de réemploi qui viendrait de chez nous, bah, vous aurez plus de facilité à le faire accepter par le bureau de contrôle ou à simplement le viser, hein, en tant que maître d'œuvre, et puis à le faire accepter par l'assureur du maître d'ouvrage, parce qu'il y aura ce signe de qualité dans un dossier technique visé par le CSTB. Donc ce sont les premières étapes qu'on peut arriver à franchir pour aller vers cette qualification un peu plus massive des matériaux. Ouais, très belle avancée quand même. Alors nous, notre vision, c'est qu'on pense que en maîtrisant cette qualité, on arrivera à massifier un peu plus le réemploi, parce qu'aujourd'hui, sur beaucoup de chantiers, il y a des freins assez importants au niveau technique sur l'intégration des matériaux à cause de ces sujets d'assurabilité. D'ailleurs, c'était un gros sujet sur la Grande Halle de Colombelles qui a été contourné par des dossiers techniques qui ont été faits. C'était un peu les prémices, hein, de cette démarche que l'on poursuit. Simplement, à l'époque, on n'avait pas le CSTB dans la boucle, et on a travaillé, le lot réemploi a fourni pour chaque matériau un dossier technique qui a été visé par les entreprises de pose, la maîtrise d'œuvre, le bureau de contrôle et in fine les assureurs des différentes entreprises et du maître d'ouvrage.
Merci beaucoup Frédéric. Je vais passer la parole à Stefano Borgettino. Alors toi, tu as 2 expériences d'architecte, un en termes de conception de faisabilité, et justement c'est peut-être à contrario de Élise, et puis une autre expérience qui est celle de 3 chantiers privés pour lesquels c'est toi qui as été initiateur du réemploi. Entre Oui, chantiers, interchantiers. oui, tout à fait. Bon, je commence par la faisabilité. Alors, en 2019, l'Arro Plus a fait un appel à projet pour la reconversion des espaces parking abandonnés. Voilà. Et la ville de Val-de-Reuil a répondu. Et donc, ils ont obtenu des subventions pour lancer une faisabilité. Alors, pour qui ne connaissent pas la ville de Val-de-Reuil, Val-de-Reuil, c'est une ville nouvelle. Les premières constructions ont été créées en 1980, à peu près. Alors, c'est une ville qui était pensée pour être très dense, voilà, construite sur une grille et avec un urbanisme sur dalle. Ça veut dire que le niveau 0, il est dédié aux voitures et aux espaces parking. Donc, dans le concept de base, tous les rez-de-chaussée de tous les immeubles qui étaient conçus, c'était des parkings, des espaces parking. Et le rez de dalle, c'était l'espace piéton. Voilà. Il y a eu un problème de mixité sur la ville, donc il y a un problème de criminalité et ils ont décidé de murer une grande partie des espaces parking dans les années 90. Bon, les choses ils ont évolué, depuis la ville s'est beaucoup améliorée, voilà, donc maintenant la ville il veut se réapproprier de cette lieu. Et donc il y avait un possible exploitant, que c'est la ressourcerie L'Abri de Val-de-Reuil, qui cherchait un lieu pour son activité. Donc la mairie de Val-de-Reuil nous a proposé de faire une étude de faisabilité pour trouver un lieu qui s'adaptait bien à leur activité. Donc, on avait un lieu qu'on peut définir de réemploi. On réutilisait un lieu qui était abandonné, n'était plus utile. Et on a un exploitant qui fait du réemploi, parce que la ressourcerie s'occupe de récupérer des vieux mobiliers, des vieux objets des maisons, pour les revendre à très bas coût. C'est une organisation non-profit. Donc, voilà. Donc, notre idée, c'était de, comment dire, répondre à la demande d'innovation faite par l'Arro Plus avec le réemploi. Pour nous, l'innovation, c'était le réemploi, parce que le réemploi, il nous génère des bas coûts, des cycles de vie. Donc, on a cherché de vendre l'idée, hein, parce qu'on n'a pas pu descendre dans le détail avec les projets, parce que c'est un projet de 2019, ils n'ont même pas encore lancé l'appel d'offres. Donc, les matériaux qu'on avait en 2019, on ne les aurait plus, donc ça serait éphémère. Donc, on a cherché de proposer des exemples de projets comme les pavillons circulaires de Paris, pour vendre cette idée de réemploi dans un projet de faisabilité. Donc, on a fait un exemple de façade réalisé avec des portes recyclées. On a réutilisé les toilettes pour les salles de bain. On a recomposé les mobiliers pour créer le mobilier intérieur des bureaux. Et voilà, donc on a voulu valoriser les ressources tout en tenant compte des coûts économiques et des coûts énergétiques. Voilà. On a une petite base, on pourra la transmettre après la présentation. Concernant l'autre projet, c'était plutôt un projet de particulier. Moi, souvent, je me trouve à travailler pour des particuliers. Et souvent, on travaille avec des matériaux nobles. Donc, la première phase dans un projet, vous savez, c'est la démolition. Et à la fin de la démolition, on se retrouve avec beaucoup de matériaux nobles, comme de la pierre, des éléments de bois, comme des sommiers en bois massif, en chêne massif, des portes en chêne massif. Voilà. J'ai eu la possibilité de travailler sur 3 chantiers que je peux définir complémentaires. Ça veut dire
les éléments que j'ai déposés sur un chantier, j'ai pu les réutiliser sur un autre chantier. Voilà. C'était 3 maisons individuelles. Donc, sur une des 3 maisons individuelles, on avait démoli une ancienne cave. La cave, elle était constituée avec de la pierre. Et la pierre, on l'a réutilisée sur un autre chantier pour réaliser un ITE avec parement en pierre. Mon travail, c'était de mettre en communication les différentes entreprises qui intervenaient sur les différents chantiers pour passer l'information. On n'a pas utilisé la plateforme, c'est l'architecte, dans ce cas moi, qui a fait le travail de communication pour mettre en relation les différentes entreprises et réutiliser et ne pas gaspiller les matériaux qu'on avait récupérés sur les différents chantiers. Donc, ce processus nous a permis de réduire les coûts de réalisation, parce que voilà, les maîtres d'ouvrage étaient bien contents de pouvoir revendre certains matériaux et les autres les acquérir à des prix intéressants. Et ça nous a permis aussi de travailler avec des matériaux de qualité. Aujourd'hui, ce n'est pas évident de pouvoir travailler avec des grosses poutres en chêne massif ou de la pierre des champs. Voilà. Donc, je pense que c'est plus évident sûrement sur des matériaux nobles, mais il ne faut pas oublier que les matériaux nobles, il faut les réemployer, c'est toujours une ressource et que voilà, même esthétiquement, on a des gros bénéfices. Voilà. D'accord. Bon, et tu continues donc tes démarches avec ton associé aussi, vous pouvez échanger, interchanger. Vous allez continuer dans ce sens-là à vouloir interchanger vos chantiers? Oui, bien sûr. Hein. Dès que j'ai la possibilité, je le fais. Des fois, les réels problèmes, c'est le stockage de matériaux. Donc, ouais. Le fait d'avoir une plateforme, bah, ça peut être beaucoup plus facile. Ça peut optimiser aussi l'utilisation. Aujourd'hui, je ne connaissais pas encore la plateforme et je n'ai pas encore utilisé une plateforme. C'est pour ça que pour les projets de la faisabilité, on a, c'est la ressourcerie, c'est l'exploitante, notre plateforme. Et sur les 3 projets, c'était moi qui a dirigé les matériaux vers les 3 chantiers pour ne pas avoir de stockage. C'est sûr qu'avec un espace de stockage, on peut être, et un site de présentation des produits, on peut être beaucoup plus, beaucoup plus efficace. Mais cette méthode, c'est une méthode qu'on applique sur tous les chantiers. Quand il y a un matériau de qualité, on ne le jette jamais. On cherche toujours les lieux pour le stocker et le réemployer sur un chantier futur. Bah, ce processus-là, ça comporte aussi souvent d'être flexible au niveau du projet. C'est-à-dire, il faut s'attendre à des permis modificatifs parce qu'en phase de permis de construire, on n'a pas encore effectué les démolitions. Donc, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on peut utiliser. C'est un processus qui, pour l'architecte, il peut devenir plus... ça peut prendre plus de temps parce que ça demande des modifications au projet de départ. Ouais. Bon, bah merci Stéphano. J'ouvre la discussion. Hein, voilà, si vous avez des questions, voilà, à nos participants. Vous avez juste à ouvrir votre micro et prendre la parole. Bonsoir. Bon, je me lance parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu timide. Donc, moi, déjà, merci pour la qualité des présentations et des échanges. Moi, je voudrais vous interroger par rapport aux relations avec les entreprises, parce que ce soit sur des petits chantiers ou sur des chantiers plus importants,
On sait que ça ne peut pas se faire sans la participation des entreprises et je voulais savoir quel avait été pas le ressenti, mais l'impact des différents chantiers que vous avez pu conduire, mener et savoir si, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de le faire et qui s'essayaient sur ces premières expériences, de savoir s'ils étaient partie prenante pour continuer et si justement ils allaient s'impliquer dans des réseaux comme via les plateformes et via Nessie, ou est-ce que ça restait du one-shot et enfin, voilà, c'est un peu avoir les retours par rapport notamment aux responsabilités, aux qualités de matériaux mis en œuvre, ce genre de choses. Je ne sais pas, du coup, il faut que je flèche peut-être Élise et Stéphano, votre ressenti par rapport à ça. Mon ressenti, c'est, comme je disais, c'est toujours le fait de pouvoir stocker le matériel. L'entreprise est toujours ouverte à utiliser les matériaux. Si les matériaux sont en bon état, il n'y a aucun problème. Il faut toujours trouver la place pour stocker les produits. C'est que ça qui, à mon sens, il peut freiner l'entreprise dans cette démarche. Et bien entendu, la qualité du produit aussi. Oui, alors moi j'ai remarqué que sur ce chantier-là, les entreprises, elles avaient dû un peu bouleverser leurs habitudes et que ça a mis un peu de temps avant qu'elles proposent vraiment des choses. Mais une fois qu'elles étaient motivées par le projet, en fait, elles trouvaient que l'idée était vraiment bonne et que finalement... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elles ont dit au moment venu, c'est que finalement, ça pourrait être généralisé sur des choses qui étaient même invisibles. Et donc, c'était plutôt vertueux aussi bien au niveau des matériaux, de l'utilisation des matériaux, mais aussi au niveau économique pour elles. Parce que des fois, proposer des choses qu'on a sous la main ou qu'on a démontées, ben, ça permet d'être d'être moins cher. Et puis, enfin, voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que les entreprises étaient plutôt partantes pour continuer. Par contre, au préalable de la consultation, j'avais justement cherché pour faire du réemploi à chercher des gisements préalables et avant la consultation. Et j'avais interrogé les entreprises sur le fait d'utiliser des matériaux de réemploi, mais qui viendraient d'ailleurs que de leur propre entreprise. Donc, je parlais évidemment pas d'une plateforme qui serait structurée pour. Et là, par contre, il y avait des très grosses réticences de la part des entreprises. Parce que, par exemple, on parlait des menuiseries. En fait, l'entreprise ne voulait pas prendre le risque de passer 10 fois plus de temps pour trouver la petite quincaillerie un peu défectueuse sur une menuiserie récupérée qui, par ailleurs, avait l'air globalement en bon état, quoi. Et donc, je pense que pour une structure, enfin, je pense que c'est possible, comment dire, spontanément d'utiliser les stocks que les entreprises ont elles-mêmes, ou bien il faut vraiment que qu'une plateforme qui propose des matériaux soit hyper carrée et hyper fiable sur sa fourniture de matériaux, et c'est le cas du plateau circulaire, hein. Mais je pense que c'est vraiment la clé pour que ça marche, quoi. Parce que le plus cher dans une entreprise, c'est le temps. Et du coup, j'enchaîne avec le plateau circulaire. Comment ça se passe pour vous au niveau des entreprises? Est-ce que c'est les entreprises qui viennent vers vous ou c'est vous qui communiquez pour essayer de les toucher justement par rapport à tout ce qui peut être dans le cadre des démolitions? Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Oui, alors, pardon. Du coup, nous, on est on a des contacts en amont et en aval. En amont pour trouver des gisements sur les chantiers de démolition. Donc là, on travaille avec les entreprises de démolition ou de curage. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à changer sur les méthodes d'intervention pour avoir la possibilité
de conserver des matériaux en bon état. Donc, on fait beaucoup de formations sur les chantiers où on vient récupérer des matériaux parce que on a cette exigence de qualité qui fait que si on veut que ce soit intéressant financièrement pour le maître d'ouvrage, il faut que les matériaux la dépose respecte des protocoles vraiment, vraiment détaillés de dépose et de conditionnement pour protéger les matériaux ensuite. Et après, pour la revente des matériaux, donc on travaille en amont des projets. Idéalement, c'est de pouvoir travailler en amont des projets avec l'équipe de conception et le maître d'ouvrage pour pouvoir intégrer au mieux les matériaux en fonction des besoins du projet et puis de cibler les matériaux qui vont pouvoir correspondre au mieux aux besoins du projet. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille le plus aujourd'hui. On travaille aussi en direct avec les entreprises en fourniture, mais c'est dans une moindre mesure pour le moment. Voilà, on préfère travailler en amont sur les projets en conception pour être sûr qu'il y ait cet accueil en fait bienveillant de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage évidemment sur vous parliez de permis modificatif, ça peut effectivement être important et c'est des choses qui s'anticipent assez tôt quoi, pour pouvoir intégrer des matériaux et puis avoir une flexibilité dans le projet qui puisse intégrer le plus possible de matériaux. Parce que, alors nous, au plateau circulaire, on propose des matériaux qui sont toujours en stock, des choses assez simples comme les appareils sanitaires, des portes, des radiateurs en fonte, mais pour les besoins de votre projet en particulier, il y aura souvent des matériaux qu'il faudra qu'on aille sourcer pour des besoins spécifiques, et à ce moment-là, il faut vraiment qu'on puisse avoir cet échange en amont. Une fois qu'on est sur un marché de travaux bouclés avec une entreprise qui a répondu sur un marché qui est vraiment encadré, c'est beaucoup plus compliqué de faire du réemploi, évidemment, quand ça n'a pas été anticipé, quoi. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend bien. Donc, merci pour vos interventions à tous. On apprend pas mal de choses et surtout, vous donnez des réponses aux questions que je me posais. J'avais une question également sur la clause de pas de moins-value. Comment, Élise, tu la mets en place? À quoi ça consiste exactement? Puisqu'effectivement, de ce que je vois avec les entreprises sur place, c'est que certains, quand c'est en stock, c'est assez simple de réutiliser puisqu'ils sont au contraire ravis de pouvoir réutiliser du stock. Et quand il faut rechercher, effectivement, là, il y a une question de temps, etc. Donc, je veux savoir en quoi consistait cette clause. Alors, clause, c'est un peu fort. C'était plutôt une entente entre nous et le maître d'ouvrage et l'entreprise. En fait, on considérait que si les entreprises... on s'est mis d'accord au démarrage du chantier sur le fait que si les entreprises apportaient des matériaux réemployés, on leur applique. Donc, éventuellement, elles n'avaient pas besoin de l'acheter, soit c'était démoli sur un autre chantier à elles. Elles n'avaient pas besoin de l'acheter. Par contre, elles passaient du temps à le déposer ou à le rechercher. Et donc, on considérait d'un commun accord que le prix restait le même. C'est tout. C'était juste pour motiver les entreprises à chercher des matériaux. Oui, c'est ce qui s'est passé également sur la Grande Halle, parce que effectivement, c'était pas contractualisé, mais puisque sur la Grande Halle de Colombelles, dans lequel il y a eu un lot réemploi, le réemploi il était activé sous forme de variante obligatoire pour les entreprises poseuses. Et donc, le bureau d'études en charge de l'économie de la construction, une fois que la mise en place des matériaux était validée, et donc, il devait négocier avec les entreprises, et ça, c'était un sujet, la moins-value. Et effectivement, il y avait un accord, en tout cas, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire de ne pas pénaliser les entreprises. Commencer par pénaliser les entreprises et de les perdre. Donc voilà, ça c'est... En tout cas, c'est une solution qui a permis d'aller au bout de l'expérimentation, parce que dans la Grande Halle, l'idée, c'était d'expérimenter le réemploi. Effectivement, ça aurait pu être un frein, le fait que les entreprises perdent une partie de leurs bénéfices, notamment sur les matériaux. Donc, c'est la solution qui a été trouvée. Je pense que
pour massifier ou pour développer le réemploi, je ne pense pas que ça tienne. D'où l'importance d'avoir des acteurs tiers qui mettent sur le marché des matériaux directement réemployables. Mais en tout cas, pour l'expérimenter, le tester, je trouve que c'était une bonne solution, puisqu'il y a un intérêt, enfin, on a tout à gagner à intégrer les entreprises dans cette démarche-là. Après, si je peux me permettre, dans le marché privé, c'est plus compliqué, parce que le fait d'avoir une moins-value, c'est aussi une raison qui pousse au réemploi. Les entreprises ne sont pas forcément contre parce qu'ils vont avoir une économie sur l'achat du produit, donc ils vont avoir la même marge. Et par contre, le maître d'ouvrage, il a un gain économique. Donc sur le marché privé, ça m'aide à avoir une moins-value. Ça ne m'aiderait pas de ne pas l'avoir. Ça serait plus difficile à accepter. C'est surtout vrai sur les matériaux de valeur, justement. Parce que sur les matériaux plus basiques, en fait, c'est tellement plus simple d'aller à point P que de toute façon, c'est très incitatif, quoi. Oui. Sur les matériaux qui, effectivement, ont de la valeur, en fait, c'est presque plutôt recherché. Donc, ça coûterait plus cher d'avoir à aller l'acheter ailleurs. Donc, et puis, beaucoup de temps à passer. En fait, ça dépend vraiment des matériaux. Ça, je pense que Valentin, tu as une expérience beaucoup plus importante il y a les matériaux, mais ça dépend vraiment des matériaux, quoi. Il y a les matériaux, mais il y a aussi une chose, c'est qu'on raisonne en prix global et forfaitaire. Et donc, c'est compliqué aussi d'extraire concrètement ce que coûte le matériau. Et le maître d'ouvrage, il n'achète pas des matériaux, il achète un bâtiment. Donc, il n'a pas non plus aussi cette réflexion à l'échelle des matériaux. Alors qu'effectivement, faut arriver à trouver le couple entre quelque chose qui a de la valeur intrinsèque, mais aussi regarder son impact carbone, parce que parfois, on se retrouve avec des matériaux qui coûtent très peu cher, mais qui finalement ont un impact carbone fort. Donc, il faut quand même aller sur ces matériaux-là, parce qu'on va essayer de diminuer l'impact carbone de la construction. Mais on va se confronter au fait que sur le marché, ça vaut rien. Donc là, si on regarde que l'économie, bah, on va passer à côté de ça. Et ça serait dommage, parce qu'en termes d'objectifs recherchés, bah, on va pas taper au bon endroit, quoi. Donc c'est important de regarder les coûts, enfin les prix. Il faut regarder l'impact carbone, ça c'est aussi très important. Et c'est aussi, il faut avoir de la transparence dans les prix qui sont. Enfin, je préfère du prix unitaire sur le matériau de réemploi, mais en global et forfaitaire, il manque une info, quoi. C'est difficile aussi d'évaluer les réponses aux appels d'offres sans savoir exactement ce qu'il y a dans le forfait. Et on l'a bien détaillé. Globalement, je pense qu'on peut dire, mis à part pour les produits avec une forte valeur, les matériaux anciens et tout ça, globalement, je pense qu'on peut dire que le réemploi, ça ne génère pas des moins-values. Enfin, contredisez-moi si vous voulez, mais... Non, mais en tout cas, ce n'est pas un argument. C'est-à-dire que... C'est pas ça l'argument. L'argument, ce n'est pas de dire que ça va permettre de faire des économies. Alors, en carbone aussi. Et puis, Frédéric le mentionnait bien, c'est aussi une question de chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on va pas forcément faire d'économies, on va travailler dans la même enveloppe budgétaire qui était prévue pour du neuf. Par contre, les bénéfices, ils vont être dispatchés autrement. On paye plus de main-d'œuvre et moins de matières premières. Et donc, du coup, forcément, de l'emploi local. Enfin... Plus de travail de conception, plus de savoir-faire. Travaux manuels sur les matériaux. Et si je peux me permettre, effectivement, au niveau de la valeur humaine, d'une histoire, surtout à raconter dans le marché privé, c'est un atout que j'utilise souvent, puisque quand on rénove, ça permet aussi de raconter une autre histoire, et puis les habitants sont sensibles à ça. Donc je pense que ça, c'est aussi un point à mettre en avant quand on parle de réemploi. Oui, tout à fait.
Merci en tout cas pour vos interventions. Puis, ce qui est aussi compliqué à l'échelle d'une opération, c'est que les bénéfices, en fait, il y a des coûts qui vont être supportés par exemple, la déconstruction pour mettre sur le marché des matériaux qui sont réemployables. Donc, on va sûrement avoir un surcoût en phase de déconstruction. Et peut-être qu'on aura éventuellement une moins-value ou en tout cas un bénéfice carbone sur la construction, mais c'est deux opérations qui sont complètement distinctes, qui sont gérées d'un point de vue budgétaire de manière distincte. Et il n'y a pas forcément de stratégie autour des matériaux. Si on prend le patrimoine d'un maître d'ouvrage, il n'y a pas forcément de stratégie sur ses ressources. Et ça, c'est aussi un frein. Donc, là, on le voit bien avec l'initiative de la ville de Lisieux, où il y a une logique de réfléchir à l'échelle du quartier. Et donc là, on voit bien la complexité, mais on voit aussi qu'on va trouver des solutions en mettant en relation les différentes opérations, donc potentiellement des maîtres d'ouvrage différents, des plannings différents. Enfin. Et par rapport à ce que tu disais, Valentin, c'est aussi tout l'intérêt de l'implication de la maîtrise d'ouvrage public, c'est que la ville, l'agglo, on a totalement intérêt, nous, à prendre en compte, bien plus qu'un maître d'ouvrage privé ou qu'un bailleur social même, mais à prendre en compte les bénéfices environnementaux, le fait que ça crée de l'emploi local, etc. Et la ville va être prête à payer un surcoût sur un bâtiment. Si ça permet de créer 2 emplois localement, en fait, le surcoût, elle le gagne par ailleurs, quoi. Donc là, bon, l'implication publique, elle est complètement évidente. Et ce qui est intéressant aussi sur Lisieux et le côté très global, enfin le point de vue assez large, c'est qu'aussi on se dit que si on pense le réemploi à cette échelle-là, alors pourquoi pas penser les travaux qu'on va faire immédiatement comme réemployables demain, enfin après-demain, dans quelques années, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut élargir un peu le focus spatialement et temporellement. Oui, complètement. Moi l'approche, la manière dont je vois les choses sur Lisieux, c'est d'essayer d'arriver à croiser 2 approches. Une approche, on va dire, de filière industrielle, de comment est-ce qu'on arrive à massifier le réemploi, à mettre en place des processus, comme l'expliquait Frédéric, qui permettent de qualifier les processus pour les justifier, pour les rendre plus assurables, etc. Donc ça implique de massifier un certain nombre de choses, de structurer des filières, d'identifier un certain nombre de matériaux, et croiser à une approche de territoire, où là, pour le coup, on va aller chercher des matériaux, peut-être aussi, on peut aller chercher d'autres matériaux qui ont une faible valeur, mais qui, si on doit les transporter de 50 km, le bilan carbone et le bilan économique qui s'écroulent. Mais par contre, voilà, dans un rayon très proche, on peut arriver à aller chercher, effectivement, à aller créer des chantiers, à aller impulser cette culture, faire aussi penser le réemploi dès la conception, effectivement. Donc, c'est des choses qui sont... ces 2 approches qui sont, à mon avis, complémentaires si on veut massifier le réemploi, à la fois cette organisation locale, où du coup tout le monde se connaît, en plus, bon, sur un territoire comme Lisieux, où il y a 20 000 habitants, l'agglo c'est plus, mais voilà, quoi, on est sur un bassin de 50-100 000 habitants, donc les maîtrises d'ouvrage, il n'y en a pas des milliers, voilà, donc on peut arriver aussi à derrière créer une dynamique locale. Moi, j'avais du coup une question aussi, Valentin, par rapport à ce que tu disais sur le surcoût au moment de la démolition. Dans quelle mesure les évolutions réglementaires sur les obligations de tri, de filière REP, etc., vont permettre de gommer, alors pas forcément le surcoût à la construction, mais au moins le surcoût à la démolition? C'est une très bonne question. Alors, les évolutions réglementaires, aujourd'hui, elles vont être beaucoup plus favorables à du recyclage. Donc, ce qui va être bien pour le réemploi, qui va dans le bon sens, c'est le fait qu'il y ait un tri à la source, 7 flux qui sont imposés. En revanche, les filières de recyclage, et notamment avec la mise en place de la REP, et normalement le principe, normalement c'est que ça va être comme ça, le principe de reprise gratuite à partir du moment où les déchets sont correctement triés et séparés. Et moi, mon point de vue, c'est qu'il n'est pas forcément favorable, en tout cas dans la
première version du cahier des charges pour les éco-organismes n'est pas favorable au réemploi. Il va fortement privilégier le recyclage. Donc, il y a un enjeu aussi pour les acteurs du réemploi de se mobiliser autour de cette question-là et de mettre en avant leur savoir-faire et surtout de pouvoir accumuler un certain nombre de données pour que dans les prochains agréments, il y ait des objectifs sur le réemploi, comme il y a dans d'autres filières. Comme par exemple, si je prends les déchets ménagers, on voit l'apparition de zones de réemploi sur les déchetteries. Typiquement, demain, on pourra avoir des zones de réemploi sur les déchetteries professionnelles pour les déchets du bâtiment. Aujourd'hui, ce n'est pas prévu comme ça. Donc, je pense qu'il va y avoir forcément un surcoût parce que la reprise restera gratuite, certes, mais il faut que les déchets soient triés, donc il faut que les entreprises passent du temps à les trier. Donc, il y a des solutions qui arrivent aussi sur le marché pour ça, avec des nouveaux acteurs qui proposent des solutions de tri et de collecte de déchets de chantier. Voilà, je ne sais pas quel va être l'impact sur cette économie-là. Je pense que forcément, ça coûtera un petit peu plus cher parce que, comme je disais, on va déconstruire. On va prendre un peu plus de temps. Après, on va éviter des coûts en déchets, donc peut-être que ça va équilibrer un petit peu. Voilà. Après, c'est pareil, il faut regarder matériau par matériau parce que parfois on est un peu étonné, c'est-à-dire qu'entre une démolition sèche et le fait de déconstruire proprement en vue du réemploi, des fois c'est pas grand-chose dans les process. Et donc c'est vrai que quand on l'a jamais fait, pour une entreprise qui va chiffrer, qui l'a jamais fait, elle va forcément chiffrer très fort, alors que on s'aperçoit nous sur des chantiers pilotes et en échantillonnant que parfois il y a très peu d'impact sur le process et que finalement, économiquement, ça coûte à peu près la même chose. Un tout petit complément sur ce sujet. Moi, je trouve que le côté économique des actions de déconstruction, c'est valable aussi pour la construction, mais il dépend énormément de la façon dont le maître d'ouvrage va sélectionner les entreprises et dont il va évaluer les réponses des entreprises. Grosso modo, comme tu disais, Valentin, entre une entreprise qui sait faire du réemploi et qui va vous chiffrer un chantier de démolition avec de la dépose soignée et une valorisation maximum des matériaux, et une entreprise qui va faire de la démolition classique, ou même pas si classique que ça, plutôt en dessous des critères réglementaires actuels, en fait, il va y avoir une différence de prix au démarrage si vous ne demandez rien. C'est-à-dire que l'entreprise de démolition qui sait faire du réemploi va être un peu plus chère. Par contre, si vous demandez des critères de réemploi ou simplement si vous avez un cahier des charges qui demande strictement le tri réglementaire avec les 7 flux qu'on devrait trouver sur tous les chantiers de démolition aujourd'hui, eh bien, en fait, vous vous apercevez que l'entreprise qui ne sait pas faire du réemploi, elle va chiffrer un surcoût très important pour faire tout ça, le tri 7 flux ou le réemploi. Et au final, si vous voulez vraiment atteindre cet objectif environnemental, il vaut mieux prendre l'entreprise qui sait faire, parce qu'elle sera moins chère pour les mêmes qualités, la même qualité ou la même valorisation finale. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que si vous n'avez pas mis les bons critères techniques, vous prenez toujours le moins cher et vous ne faites jamais ce qu'il faut au niveau environnemental. Enfin, ça, c'est... Voilà. Je pense que vous connaissez ça par cœur, mais je trouve que c'est vraiment ça. Et malheureusement, aujourd'hui, en fait, les lois actuelles sur la valorisation des déchets devraient imposer sur l'ensemble des chantiers ces tris sélectifs déjà très, très poussés. Et en fait, quand vous devez faire ce tri sélectif très poussé, vous apercevez que l'acte de déconstruction, il doit être fin. Et il n'y a quasiment rien à faire en plus pour le réemploi. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas appliqué cette déconstruction fine, sauf sur des chantiers qui sont par ailleurs très contraints en termes de flux et de gestion de flux, où là, effectivement, l'entreprise s'y retrouve à faire de la déconstruction fine pour pouvoir mieux gérer ces flux de déchets. Mais dès qu'on n'a plus de contraintes là-dessus, on retombe sur de la gestion de déchets et du tri qui est externalisé, et vous perdez tout ce bénéfice sur le chantier, quoi. Alors Aurélien Richard des 7 Vents nous rappelle l'article 57 de la loi AGEC qui dit que sur demande, les collectivités doivent mettre à disposition dans les déchetteries un espace pour le réemploi. Voilà. Oui,
c'est des déchetteries publiques. Sauf que la plupart des déchets du bâtiment vont plutôt en déchetterie professionnelle, voire directement chez des recycleurs. Donc ça va concerner une minorité et ça va s'adresser aux particuliers. Et dans le cahier des charges des éco-organismes de la filière bâtiment, c'est pas le cas. C'est pas de... le fonds réemploi a été retiré. Donc, et pour compléter aussi peut-être les propos de Frédéric, c'est sur l'économie, là, la déconstruction, il y a un impact aussi par rapport au domaine d'usage, c'est-à-dire que si c'est pour faire du réemploi sur site, finalement, on va faire des économies à déposer proprement et de manière préservante. Et aussi, on parle du tri, cette flux, mais il faut préciser, c'est le tri à la source, cette flux. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est ça qui va avoir un impact fort, c'est qu'il faut trier à la source, parce qu'on sait très bien qu'en termes de gestion de déchets, si le tri ne se fait pas à la source, c'est techniquement plus complexe, voire impossible, et surtout économiquement pas rentable d'aller trier dans des bennes. Donc la collecte séparée, elle est obligatoire, et il peut y avoir certaines exceptions. Si vraiment on n'a pas la place de mettre plusieurs bennes, la place, mais aussi le temps, parce que c'est une question aussi de flux. Donc cette réglementation-là, normalement, elle devrait favoriser le réemploi, si, comme disait Frédéric, s'il y a les bons critères dans les cahiers des charges. C'est toujours le même constat. D'autres questions? Moi, j'en ai une. Tout à l'heure, Valentin, vous parliez de variantes dans le cadre du projet du WIP avec le réemploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment le dossier a été monté et comment ça s'est passé? Parce que j'imagine qu'en termes de descriptif et tout ça, ça devait être assez lourd si chaque poste était varianté. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un peu le process pour le WIP, s'il vous plaît? Oui. Alors le marché, c'est assez simple. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai que ça nous paraît assez simple. C'était nouveau à l'époque. Bon, ce qui a été fait de la part de l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est d'identifier dans le cahier des charges les matériaux qui pouvaient faire l'objet d'une variante en réemploi. Donc là, la sélection était très large. L'idée, c'était d'être le plus ouvert possible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça a été la création d'un lot 1, qui était symbolique aussi, qui s'est appelé réemploi de matériaux. Donc là, l'idée, c'était de trouver une entreprise ou un groupement d'entreprises qui était en capacité de repérer, de stocker, de préparer, de fournir les matériaux, issus de chantiers de démolition qui étaient situés dans un rayon de 30 km. Il y avait une contrainte géographique, zone de chalandise, avec un objectif de moyens, donc de méthodologie, et sans objectif de résultat. Donc je rappelle que c'était une expérimentation. L'objectif, c'était pas de faire je sais pas, l'ensemble du lot plomberie en réemploi. Il y avait un 20% à titre indicatif dans la quantité de réemploi qui permettait notamment aux entreprises de se positionner, de chiffrer. Et le troisième point, c'est l'ajout d'une variante obligatoire sur chaque lot concerné. C'est-à-dire que le réemploi n'est pas nécessaire à la réalisation de l'ouvrage. La variante, elle a été utilisée en fonction des opportunités de matériaux qui ont été trouvées et suite à l'acceptation notamment par le bureau de contrôle technique et l'assureur du maître d'ouvrage. Dans la variante obligatoire, donc les entreprises concernées devaient accepter la pose des matériaux fournis par le lot 1. Elles ne pouvaient pas, en signant le marché, elles acceptaient de poser un matériau de réemploi qui a été validé. Et elles devaient, dans leur mémoire technique, décrire les mesures prises pour intégrer le réemploi. Côté assurance, planning, prix, bon, il n'y a pas eu grand-chose d'écrit. Et c'était 10% de la note technique. Voilà. Et si ça a fonctionné, là, sur ce type d'opération, c'est bien parce qu'il y avait une entreprise, en tout cas là, un groupement entre le WIP Stéphanie Pally et un certain nombre de sous-traitants d'entreprises qui ont valorisé, reconditionné le matériel. C'est parce que ce groupement-là avait vraiment en charge l'ensemble du réemploi et la relation avec l'entreprise poseuse.
c'était sur la limite de prestation et sur les matériaux. Enfin, la discussion, elle était opérationnelle sur le chantier. Voilà, j'ai répondu à la question. Oui, merci. Et ça veut dire qu'en termes de réponse, est-ce que vous avez quand même des entreprises qui du coup se lançaient parce qu'elles avaient cette garantie-là, ou est-ce que c'était déjà des entreprises qui avaient une connaissance de la dépose spécifique et C'est du pas des entreprises qui avaient ce savoir-faire ou cette culture-là. Et c'était pas vraiment un critère pour elles. Je pense que c'était aussi l'objectif de ce principe d'avoir un marché complet en neuf et d'activer des variantes obligatoires par rapport aux opportunités des matériaux trouvés et surtout leur acceptation. Donc, bon, en fait, les entreprises, en gros, elles se sont dit, bon, ils ont mis réemploi, mais en fait, on va rien avoir, quoi. Ils vont rien nous proposer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réemploie? Donc, ça a été plutôt une bonne surprise pour elles. Et le retour d'expérience de la part des entreprises, c'est de dire, c'est très bien, parce qu'elles sont comme tout le monde, c'est des individus conscients qu'il faut changer nos comportements. Et donc, elles étaient très contentes d'avoir participé à cette démarche-là, et elles étaient aussi très contentes qu'il y ait quelqu'un qui est un loi, en fait, qui est vraiment un acteur en charge de cette question-là. Parce qu'elles n'avaient pas les moyens, elles n'auraient pas eu les moyens d'aller chercher, c'est ce qu'on a évoqué précédemment, mais d'aller chercher des matériaux, de les reconditionner. Enfin, c'est une activité à part entière, et c'est pour ça qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché de la construction. Et alors, je continue, je déroule, mais sur la totalité des lots, enfin, sur quel poste vous avez pu mettre en œuvre le réemploi, et est-ce que certains postes touchaient le clos couvert, et si oui, comment ça s'est passé avec le bureau de contrôle, et est-ce que c'était un bureau de contrôle qui avait été sensibilisé au préalable, qui était formé, ou qui avait été d'ailleurs missionné par rapport à ses compétences spécifiques, ou est-ce que c'était la grande aventure pour tout le monde? Alors, il y a plusieurs questions. La première sur les matériaux qui sont concernés. Et on a des radiateurs, donc la quasi-totalité des radiateurs. Et on a, je peux vous donner les chiffres, on a 33 portes en bois massif, on a une trentaine de sanitaires, on a un petit peu d'isolant, on a 200 mètres carrés d'isolant complémentaire. On a des pannes et des chevrons qui ont là été réutilisés, l'usage a été détourné pour faire des garde-corps. On a 200 mètres carrés de carrelage et faïence, et là on est sur du surplus de pain de stock, on n'est pas sur du réemploi à proprement parler. Et à la marge aussi, on a fait un travail sur du réemploi de mobilier ou du détournement, par exemple, de portes en bureau, etc. Et la deuxième question, c'est par rapport au bureau de contrôle technique. Donc en fait, ça, c'est un point important, c'est-à-dire que le bureau de contrôle technique, si vous envisagez de faire du réemploi sur votre opération, il faut forcément qu'il soit recruté avec ces critères-là. Il peut éventuellement avoir une mission complémentaire, parce que dans tous les cas, il va devoir émettre un avis sur le papier déjà, et ensuite, une fois que les matériaux arrivent sur site et une fois qu'ils sont posés. Et donc sur la grande halle, il y a eu un changement en cours du bureau de contrôle, parce que le premier n'était pas compétent pour cette mission-là, et ça a été une mission complémentaire. Et voilà, et je crois qu'il y avait une troisième question dans la question, mais je l'ai oubliée. Oui, c'était s'il y avait certains postes qui concernaient le clos couvert, puisqu'on sait que c'est Ah oui, ça c'est la question qui peut fâche. entraîner pas mal de problèmes. C'est la question qui fâche parce que oui, c'était un des objectifs de l'expérimentation, c'était d'incorporer des matériaux de réemploi dans le clos et couvert du bâtiment. Et sachant que le WIP, il y a une partie qui est complètement ouverte et dont les objectifs en termes de performance énergétique nous permettaient de mettre des menuiseries de réemploi. On est tombé sur un gisement d'exception parce qu'on était sur des menuiseries qui en alu, double vitrage qui avait 15 ans. On a préparé toute la dépose et on s'est fait subtiliser les menuiseries la veille de venir les récupérer.
Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui fâche, mais ça fait partie de l'expérimentation. Il faut être prêt à ce que des fois, ça ne marche pas. Et ça, c'est important, je pense, dans cette aventure du réemploi, en tout cas dans ces premières expériences. Nous, ça nous a permis déjà d'élaborer l'architecture du dossier technique. Le dossier technique, en gros, c'est parce que là, on n'a pas. Le projet, c'était pas de créer un bâtiment à partir d'un stock de matériaux, c'était plutôt d'aller chercher des matériaux pour répondre aux besoins qui étaient exprimés. Donc, il y avait toute une phase de validation. En fait, une fois que c'était validé, que la mise en œuvre de ces matériaux était acceptée, là, on commençait à les déposer, à les reconditionner, à les livrer. Et donc, pour ça, on avait un dossier technique qui reprenait, c'est un peu la fiche, la carte d'identité du matériau. Quel type de matériau, d'où il vient, quelles vont être les opérations de reconditionnement, etc. Dans quelles conditions il va être livré aux entreprises, la limite de prestation avec le poseur, etc. Et donc, on avait commencé par ce dossier-là, qui était un gros dossier. Et donc, en tout cas, le côté positif de ce gisement-là, c'était de valider le processus d'acceptation avec les différentes parties prenantes. Mais malheureusement, donc aujourd'hui, on n'a qu'une fenêtre de réemploi dans la Grande Halle. Donc, on a quand même répondu à l'objectif d'expérimenter le réemploi de menuiserie extérieure dans un ERP. Mais on a aussi appris qu'on pouvait compter sur les matériaux de réemploi qu'à partir du moment où ils étaient stockés et sécurisés. On ne peut pas concevoir, en tout cas, si on conçoit un projet avec une potentialité de récupérer des matériaux qu'on aurait identifiés sur un site, il faut savoir qu'on pourra compter dessus qu'à partir du moment où on les aura bien chez nous. C'est un petit peu à ce moment-là qu'on a décidé de créer une plateforme. C'est ça. Exactement. Je crois qu'il y avait une question sur le bureau de contrôle aussi, qui avait effectivement été, alors je ne sais pas s'il a été choisi pour ses capacités à faire du réemploi, parce que ça n'existait pas trop à l'époque, mais en tout cas, il y a eu une mission complémentaire pour valider les matériaux. Il a même changé en fait le bureau de contrôle du coup, technique. Bon, et maintenant, sur cet aspect-là, parce qu'on travaille sur un projet pour la communauté de communes du Pays de Falaise, et maintenant, c'est assez fluide, en fait, ce système de l'O1, en tout cas de dossier technique avec avis du bureau de contrôle, mais aussi, bien sûr, avis de l'assureur du maître d'ouvrage, qui nous demande un certain nombre d'informations. Moi, je trouve que c'est bien rentré dans les pratiques. C'est un petit peu lourd d'un point de vue administratif et de rédaction de documents, mais ça fonctionne. Un petit silence, donc encore des questions Alors moi je continue. Pour le lot 1, du coup, entre entreprises et lot 1. Intarissable. Ah ben non, mais moi je m'arrête plus. Enfin si vous allez m'arrêter au bout d'un moment, mais pour le fonctionnement du lot 1, ça veut dire que les entreprises donc passent par le lot 1 pour avoir les fournitures, c'est ça? Vous m'arrêtez si je n'ai pas bien compris. Hein. Mais donc comment ça se passe au niveau administratif? C'est-à-dire qu'il y a des avenants à chaque fois pour repasser les matériaux? Là, ça devient très technique. Peut-être que c'est pas l'objet, mais j'aime bien. En fait, ce qui est un peu peut-être délicat et souvent, c'est les retours qu'on a, c'est que c'est des variantes obligatoires qui sont affermies en cours de chantier. Donc, pour plein de monde, c'est pas possible, mais si, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, en fait, il n'y a pas forcément d'avenant avec les entreprises. C'est à partir du moment où le dossier technique où la pose de matériaux de réemploi proposée par le lot 1 est acceptée, on échange, on se met d'accord avec l'entreprise parce qu'on est sur le chantier au même titre que l'entreprise, parce qu'on est une entreprise aussi, on a répondu à un marché de travaux. Et on se met d'accord sur des délais de livraison, sur les endroits où on livre, sur qu'est-ce qu'on livre exactement, mais on n'a pas de contrat avec l'entreprise poseuse. Nous, on met à disposition des matériaux.
Notre mission, ça a été de mettre à disposition les matériaux. On n'est pas un fournisseur de matériaux. On les met à disposition dans les conditions qui ont été décrites dans les documents, dans le dossier qui a été accepté. Peut-être une toute petite précision sur ce sujet qui est assez important. Effectivement, il faut bien avoir en tête que le chantier de la Grande Halle, c'était un chantier expérimental et il y avait vraiment une incertitude assez forte à pouvoir trouver les matériaux qui avaient été préciblés par la maîtrise d'œuvre le jour J sur le chantier. Donc il y avait effectivement un flou dans le dossier sur la quantité de matériaux et les matériaux qu'on pouvait intégrer. Aujourd'hui, il y a quand même un peu plus de maturité du marché sur les matériaux. Donc, ce qu'on peut conseiller aujourd'hui, c'est de précibler de manière vraiment précise les matériaux que vous souhaitez fournir en réemploi, en ayant fait un sourcing en phase conception pour être sûr que vous trouverez des matériaux, ces matériaux-là à votre disposition pendant le chantier. Et du coup, vous pouvez avoir un lot réemploi qui va être chargé de la fourniture de ces lots, de ces matériaux et de leur remise en état. Et en face, des variantes réemploi, mais qui vont être sur des matériaux et des quantités connues. Et donc, vous pouvez du coup basculer sur une variante qui est chiffrée avec du bordereau de prix unitaire, par exemple, ce qui va vous permettre de séparer main-d'œuvre et fourniture et d'avoir une moins-value uniquement sur la fourniture. Donc, ça rend le marché un peu plus maîtrisable sur. Enfin, en tout cas, il y a moins de cette phase de négociation en phase chantier. Il n'y a pas de variante à affermir. Vous connaissez un peu mieux les tenants et aboutissants de ces variantes dès le lancement du chantier parce que vous aurez trouvé en amont des matériaux dont vous êtes quasiment sûr que vous allez pouvoir les fournir sur le chantier. Donc ça, c'est le retour d'expérience qu'on peut avoir maintenant grâce à cette première expérimentation. C'est plus facile effectivement de jouer comme ça. Et puis du coup, vous avez cette possibilité d'avoir une partie du surcoût du lot supplémentaire réemploi qui est compensé par ces moins-values de fourniture. Alors, pardon, juste pour finir, d'où l'intérêt de faire appel à vous pour, enfin, en amont de la conception ou très tôt en tout cas dans la conception pour pouvoir identifier ces postes-là et aussi travailler avec les économistes qui peuvent avoir du mal aussi à chiffrer justement ces variantes ou ces postes de réemploi. Merci. Je laisse la parole à Muriel. Non, une petite question qui nous arrive. Bonjour, a priori au niveau de la maîtrise d'œuvre, cela demande davantage d'études et de recherches. Arrivez-vous à être rémunéré à votre juste valeur? Vaste question, hein, que ce soit en construction neuve ou en réemploi. Vaste sujet. Qui répond, Élise? Nous, c'était une des raisons pour lesquelles on a fait porter le réemploi sur les entreprises parce qu'on ne pouvait pas nous-mêmes, maîtrise d'œuvre, assurer la recherche de gisements. Et puis, c'était évidemment, comme disait Valentin tout à l'heure, un métier en soi et en plus énormément de temps. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Et on ne voulait pas que le projet des 4 maisons soit un projet OK en réemploi, mais qui en fait n'ait aucune réalité économique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, nous, on y a passé un petit peu plus de temps de mobilisation. Moi, j'ai passé 1h30 dans le hangar du carreleur à choisir les couleurs. Mais globalement, les matériaux, ils nous arrivaient sous forme d'échantillons ou de photos à valider comme on peut le faire classiquement. Donc, le temps qu'on a passé en plus, bon voilà, effectivement, il y a quand même un peu plus à réfléchir à comment monter le dossier d'appel d'offres entreprise pour que les pièces marché permettent le réemploi. Mais finalement, c'est quand même un suivi de chantier assez classique. Bon, voilà, mais après, moi, j'ai tendance à toujours passer beaucoup de temps sur mes dossiers, mais comme beaucoup d'architectes, hein, pour qu'ils aboutissent à un résultat qui me satisfait. Donc, voilà, dans ce cadre-là, ça fonctionne. Mais voilà.
C'est vrai qu'un chantier qui est d'emblée annoncé comme étant en réemploi, un dossier qui est d'emblée annoncé comme étant à faire en réemploi, nécessiterait une surcote des honoraires. Oui, puis ce qu'on observe aujourd'hui, c'est pas forcément, enfin, c'est des compétences qu'on retrouve chez un. Enfin, souvent, on avait à la Grande Halle, on avait la chance d'avoir la compétence dans l'équipe de maîtrise d'œuvre. Sinon, on va trouver des assistants à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre sur ces questions-là, qui vont traiter spécifiquement de cette innovation. Oui, finalement, c'est presque plus des honoraires complémentaires avec un bureau d'études avec des compétences supplémentaires, plus que le temps de l'architecte en tant que tel, je pense. Quand on a des vrais objectifs affichés d'utilisation de matériaux de réemploi. Sur ce point, il ne faut pas hésiter à faire appel à l'ADEME, qui en région de Normandie notamment accompagne les démarches d'économie circulaire et qui peut, si vous arrivez à formuler ou à formaliser un petit peu le temps supplémentaire sous la forme d'une étude de faisabilité, permettra au maître d'ouvrage de compenser, de faire financer en fait une grande partie de ces surcoûts d'honoraires, que ce soit de la maîtrise d'œuvre ou de la MO. Je crois que là, sur les projets dont on parle, on a pu réussir à avoir du 70% de financement sur ces études de faisabilité. Donc, ça vaut le coup peut-être d'en parler assez tôt à votre maître d'ouvrage pour avoir du temps pour étudier et puis des moyens quoi, hein, pour étudier le projet en amont. Bon, bah écoutez, moi je tiens à vous remercier pour vos présentations, la qualité des échanges, votre disponibilité. Et puis je remercie beaucoup le public qui s'est intéressé à ce sujet. Je vous dévoilerai pas la prochaine thématique du webinaire 3, puisque il faut qu'on a un sujet, mais il faut qu'on trouve les participants, et ça c'est toujours difficile puisque on cherche quand même des thématiques qui sont en devenir. Mais en tout cas, merci beaucoup à tout le monde, aux participants, au public. Et puis, on ne manquera pas de vous envoyer les différents documents qu'on a pu partager. Et puis, sur le site de l'Ordre, vous aurez très certainement l'enregistrement si vous voulez revenir sur ce qui s'y est dit. Merci à vous et très bonne soirée et à très bientôt. Merci à tous, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous.